Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 16 septembre 2025 et notre ami John Helmer est de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau, John. Merci de m'avoir invité, Nima Joam. C'est un plaisir d'être de retour. Veuillez vous abonner et cliquer sur le bouton j'aime pour nous aider à toucher un plus large public. John, que s'est-il passé aux États-Unis avec l'assassinat de Charlie Kirk? Et comment tout le monde a essayé de le présenter d'une manière qui leur serait bénéfique? Mais lorsque l'on regarde Charlie Kirk et le conflit entre les États-Unis et la Russie, vous avez évoqué quelque chose de différent de ce que nous avons vu jusqu'à présent. Qui était Charlie Kirk pour Donald Trump et quel était son rôle dans le conflit en cours entre les États-Unis et la Russie? C'est une très bonne question, Nima, et nous allons essayer d'explorer de nouveaux horizons. Mais permettez-moi de commencer par rappeler aux gens que j'ai été la cible d'une tentative d'assassinat. J'ai survécu parce que j'ai été sauvé par la police de Moscou, et les tireurs ont été arrêtés et ont avoué toute l'histoire. Vous pouvez lire ce récit dans le livre qui apparaît en bas de l'écran. Je sais donc ce que cela fait d'être la cible d'un assassinat. Et je sais aussi comment le contexte s'installe ensuite, comment les gens interprètent ce qui m'est arrivé selon leur propre point de vue, ceux qui ont intérêt à défendre leurs opinions, ceux qui auraient souhaité ma mort, ceux qui étaient vaguement contents que j'ai survécu, et ainsi de suite. Donc le contexte après la mort est primordial. Nous pouvons commencer par déplorer la mort de cet homme. Mais il faut alors comprendre le contexte de l'emploi de cet homme. Il était un propagandiste rémunéré pour l'administration Trump, et il l'a affirmé à plusieurs reprises. En fait, l'une des rares constantes dans les prises de position régulières de Kirk et dans ses revirements, la seule cohérence possible est ce qu'il appelait son soutien à 100% à Donald Trump. Regardons donc le contexte aux États-Unis tel que je le comprends, à mesure que les preuves deviennent claires, puis le contexte en Russie, où il y a eu des réactions politiques inhabituelles à l'assassinat de Kirk, qui reflètent la politique du Kremlin. Et exactement comme vous venez de l'exprimer, la politique du Kremlin concernant les négociations avec Trump et la fin, ou le règlement, ou la poursuite de la guerre en Ukraine. Donc tout d'abord, examinons le contexte américain de ce que faisait Kirk et de la façon dont il est perçu. La chose importante à souligner tout d'abord, c'est que les jeunes électeurs de Trump l'année dernière l'ont déserté en bien plus grand nombre et en pourcentage que n'importe quel autre groupe d'âge. À la Maison-Blanche, on compte les voix en permanence et on est obsédé par le maintien et l'accroissement du pouvoir. Non seulement au jour le jour et dans la relation entre la Maison-Blanche et le Congrès, mais aussi, en fin de compte, pour les élections de mi-mandat, qui détermineront si vous avez un Congrès qui vous soutient ou non, puis pour la succession présidentielle, ou comme cela est possible, la réélection de Trump, s'il parvient à se maintenir et à s'imposer dans la succession, ce qui est actuellement constitutionnellement impossible. Donc lorsque les jeunes électeurs perdent confiance en Trump, c'était le rôle de Kirk de les rallier et de remobiliser les jeunes électeurs. C'était son travail. C'est ce qu'il pensait faire. En même temps, il faut regarder la manière dont sa mort est amplifiée et célébrée par l'administrateur central de Trump, Stephen Miller, le chef de cabinet adjoint, qui supervise deux choses importantes. Premièrement, les réseaux sociaux produits par Trump, dont certains sont rédigés par Miller. On peut voir dans quel tweet Miller est impliqué. Deuxièmement, il supervise la militarisation, les opérations de la sécurité intérieure, qui visent principalement, d'abord, à renforcer la base électorale MAGA de tous âges, et ensuite à s'assurer que les centres de vote du Parti démocrate puissent être contrôlés par des moyens militaires et policiers.
En d'autres termes, par la répression à l'approche de l'élection de l'année prochaine et peut-être jusqu'en 2028. La militarisation, c'est ce que Stephen Miller incarne dans le contexte national. Et laissez-moi vous lire ce qu'il a dit à propos de l'assassinat de Kirk. Et c'est, si vous voulez, un manifeste de Kirk en tant que propagandiste des valeurs de Trump. Il commence, voici le tweet de Stephen Miller du 11 septembre. Il y a une idéologie qui ne cesse de croître dans ce pays, je le lis, qui déteste tout ce qui est bon, juste et beau, et qui célèbre tout ce qui est déformé, tordu et dépravé. C'est une idéologie en guerre contre la famille et la nature. Elle est envieuse, malveillante et sans âme. C'est une idéologie qui regarde la famille parfaite avec une rage amère. Et il poursuit. Nous voyons les effets de cette idéologie dans chaque publication en ligne qui se réjouit de l'assassinat maléfique qui a cruellement privé cette nation de l'un de ses plus grands hommes. Le sort de millions, dépend de la défaite de cette idéologie maléfique. L'avenir de nos enfants, de notre société, de notre civilisation en dépend. À présent, nous nous consacrons avec amour et détermination inébranlable à achever l'œuvre indispensable à laquelle Charlie a courageusement consacré sa vie. Cela rappelle deux choses. La première est la mobilisation de la base, en particulier des jeunes électeurs, pour une guerre. Il emploie ce terme, guerre, contre une idéologie maléfique. Il ne les appelle pas gauche radicale, ni démocrates, mais d'autres le font, y compris le président Trump lui-même. La dernière fois qu'une telle chose a été tentée dans le cadre d'une militarisation, une mobilisation intérieure contre une idéologie maléfique, c'était avec le chant Horst Wessel. Horst Wessel était un membre des Chemises brunes, un soldat d'assaut de la SA lors de la montée du parti nazi. En 1929, en Allemagne, il a écrit une chanson, un hymne, contre les Rouges et contre l'idéologie maléfique qui affligeait l'Allemagne. Il a été abattu et est finalement mort lors d'un différend concernant un loyer impayé en 1930. Et sa mort est devenue un événement célébré, notamment par Goebbels, comme une arme de propagande contre la gauche, contre l'idéologie maléfique qui consumait l'Allemagne. Et la chanson de Horst Wessel est devenue un hymne, d'abord du parti nazi, puis de l'Allemagne nazie, jusqu'à leur défaite en 1945. Ainsi, l'exploitation de la propagande par un propagandiste s'est déjà produite auparavant. Et quand on voit la manière dont Miller et d'autres utilisent la mort comme une arme contre leurs ennemis politiques, il y a de quoi s'inquiéter de la comparaison avec l'Allemagne nazie. Il n'y a pas que Miller à la Maison-Blanche. Par exemple, Sebastian Gorka, un individu hongro-britannique-américain occupant un poste élevé au Conseil de sécurité nationale, un combattant déterminé contre la Russie, tout comme Miller, a salué le successeur de Kirk dans cette opération de propagande visant à maintenir les jeunes, disons entre 18 et 25 ou 30 ans, à voter pour Trump. Gorka a déclaré, et je regarde son tweet, « Bravo à Ben Shapiro ». C'était un partenaire engagé et un sioniste convaincu dans l'opération Kirk, qui a repris le micro ensanglanté de Charlie Kirk et poursuivi son travail sur les campus américains. Peu importe si c'est en politique, dit Gorka, ce catholique pense que tu es un mensch, Ben. Un mensch étant le terme yiddish pour désigner un homme bien, un grand homme. En d'autres termes, il existe un soutien généralisé à la militarisation du contexte intérieur aux États-Unis afin de maintenir le pouvoir pour le régime Trump. Voilà le contexte aux États-Unis. Et cela a des implications pour toutes les guerres que les États-Unis mènent actuellement, y compris la guerre contre la Russie. Il n'est pas exact de dire que Kirk était, en fait, disons, un partisan du règlement de la guerre en Russie.
Ce qui est exact, c'est qu'il recevait ses instructions de Miller et de Trump. Il suivait ce qu'il pensait être leur ligne directrice. Il est également important de comprendre, en ce qui concerne toutes les spéculations sur ceux qui auraient bénéficié de sa mort à l'étranger, la fameuse théorie du « c'est l'Israël qui l'a fait », que Kirk était utilisé, qu'il aimait être utilisé, et qu'il était récompensé pour avoir été utilisé afin de multiplier la diversité des points de vue que l'administration Trump voulait diffuser là où il y avait de l'ambiguïté. Était-il pro-Israël, ou pro-Netanyahou, ou anti-Israël, ou anti-Netanyahou? Toutes ces spéculations ne tiennent pas compte du fait que cet homme était un propagandiste professionnel rémunéré avec une mission bien précise. Et l'une de ces missions était la tromperie, la désinformation, la diffusion de fausses informations, révéler des fragments de vérité qui pourraient ne pas être crus dans le contexte où vous les placez. Voilà pour le contexte américain. Maintenant, regardons le contexte russe, qui est extraordinaire et tout simplement jamais abordé en dehors de la Russie. D'un côté, vous avez une personnalité très importante du Kremlin, Kirill Dmitriev. Kirill Dmitriev est le négociateur du président Poutine avec les États-Unis pour les accords commerciaux, afin d'encourager les entreprises américaines et des personnes comme Stephen Witkoff, Howard Blutnick, Scott Bessant et Steven Feinberg au Pentagone, les décideurs qui élaborent la politique de Trump, à les convaincre des grandes récompenses s'ils assouplissent les sanctions et laissent la Russie terminer la guerre à ses propres conditions. Qu'est-ce que Kirill Dmitriev s'est empressé de dire sur les réseaux sociaux? Priez pour Charlie, a-t-il déclaré. Priez pour Charlie. Les voix de la lumière ne seront pas réduites au silence. Maintenant, pourquoi un responsable du Kremlin tient-il de tels propos à propos d'un propagandiste rémunéré qui parfois prône une pression accrue sur Poutine et parfois suggère de fournir moins d'armes à l'Ukraine? Pourquoi dit-il cela? Il en a dit davantage, il l'a déclaré publiquement, donc il le fait à des fins politiques. Kirill Dmitriev affirme que ce décès a des implications importantes, non seulement aux États-Unis, mais aussi à l'étranger. Quel genre de message politique, dans quel contexte, cherche-t-il à faire passer? Eh bien, permettez-moi de me référer à ce qu'a dit le ministère des Affaires étrangères, et je feuillette mes papiers, alors excusez-moi pendant que je fais cela, pour citer exactement les propos de Maria Zakharova, la porte-parole du ministère. Ce qu'elle a dit, on lui a demandé lors d'un point presse la semaine dernière. Hier, vous, Madame Zakharova, avez fait un commentaire sur l'assassinat de l'activiste conservateur Charlie Kirk. Avez-vous une mise à jour? La première chose que Zakharova a dite, c'est « Nous ne pouvons pas et nous ne tirerons aucune conclusion tant que le suspect ou les personnes impliquées dans ce crime n'auront pas été retrouvées et placées en garde à vue. » Elle fait une déclaration parfaitement raisonnable. Nous ne savons pas vraiment ce qui s'est passé. Et ce n'est pas le moment, dans cette émission, de discuter des preuves recueillies. Ce que dit la partie russe, nous n'allons pas entrer dans des spéculations à ce sujet. D'un autre côté, Zakharova affirme que l'assassinat de Charlie Kirk a suscité une exultation sans précédent parmi les partisans du régime de Kiev. Les réseaux sociaux ukrainiens sont en liesse. Elle se lance ensuite dans une analyse, non pas de Kirk, ni de ce qu'il a fait, ni de ce qu'il a dit, ni de ce qu'il représentait, mais de ce que la partie ukrainienne a célébré dans la perception que Kirk était anti-ukrainien dans les négociations actuelles. Ensuite, elle conclut, il s'agit de Zakharova, c'est le ministère des Affaires étrangères qui s'exprime officiellement, que la réaction à cette tragédie est devenue une nouvelle manifestation de ce qui est profondément enraciné dans l'Occident ultralibéral. La perception de la violence et du terrorisme comme des moyens acceptables pour réprimer la dissidence.
Tout cela est raisonnable, neutre, et c'est complètement différent de Dmitriev. Cela évite la discussion sur Kirk en tant que tel et se concentre sur ce qu'a déclaré le régime de Kiev. Maintenant, l'ancien président Dmitri Medvedev a publié un petit tweet, et je le cherche dans mes papiers. Ce qu'il a dit, Medvedev a déclaré, c'est que des crimes politiques et des assassinats ont récemment été commis par une variété de racailles gauchistes et libérales qui soutient le Kiev bandériste. Fico, le Premier ministre de Slovaquie, Kirk, qui sera le prochain. Peut-être qu'il est temps pour l'équipe MAGA de réaliser qu'en soutenant l'Ukraine, ils soutiennent des meurtriers. C'est aussi relativement neutre par rapport au contexte que nous venons de décrire aux États-Unis, d'une manière que Dmitriev ne l'était pas. Ensuite, il y a des gens comme Pavel Durov, le propriétaire de Telegram, qui veut faire la publicité de Telegram et de lui-même. Il dit « Le meurtre de Charlie Kirk menace la liberté d'expression dans le monde entier. C'est une publicité pour Telegram, c'est une publicité pour Durov dans son conflit avec la France. Il veut se présenter, lui et le Telegram russe, comme des champions de la liberté d'expression. On peut débattre de la véracité de cette affirmation. Il fait sa propre promotion. Ensuite, Alexandre Dugin, un nationaliste russe bien connu et philosophe chrétien orthodoxe, a voulu rendre hommage à Kirk en soulignant que la date de son assassinat coïncide avec la célébration orthodoxe de la décapitation de Jean-Baptiste. Il cherche à présenter, je ne vais pas perdre de temps à lire ce que Dugin a dit, cela comme une célébration des valeurs traditionnelles. En d'autres termes, il projette que Kirk incarne en Russie le type de valeurs traditionnelles que la Russie défend sur le champ de bataille ukrainien. Il y a ensuite une autre voix, Fyodor Lukyanov, qui dirige un important groupe de réflexion sur la politique étrangère à Moscou. Il a déclaré « La guerre idéologique, la sainte guerre idéologique commence maintenant. » Je ne sais pas où était Lukyanov en 1917 ou en 1939 ou en 1941 ou en 1905. La guerre idéologique contre la Russie n'est pas nouvelle. Il est difficile de croire qu'il considère la mort de Kirk comme le début d'une guerre idéologique. Alors, que suis-je en train d'essayer de résumer? Il existe à Moscou un contexte politique dans lequel des groupes pro-américains tentent de persuader Poutine de faire les concessions qui mettraient fin à la guerre et permettraient un retour à la normale. Dmitriev incarne cette ligne. Par conséquent, il présente la mort de Kirk comme un exemple, d'abord de son soutien à cette guerre, et ensuite comme une opportunité républicaine, l'opportunité Trump de faire la paix. Cela tourne en dérision ce que les Russes comprennent réellement. L'état-major général, les services de renseignement, le ministère des Affaires étrangères, en tant que moteur sous-jacent des politiques bellicistes de Trump, y compris la guerre menée contre la Russie à travers toute l'Europe. John, tu as mentionné ce que Medvedev a tweeté, et d'une certaine manière, je trouve incroyable qu'il associe Fico à Charlie Kirk. Parce que Fico est un président de gauche, il n'est pas de droite. Et pourtant, il affirme que la faute revient à la gauche, aux gauchistes libéraux qui veulent assassiner Fico. Aujourd'hui, quand tu regardes l'Europe, quand tu regardes les États-Unis, qui est de gauche, qui est de droite, John? Nous avons des définitions traditionnelles pour ces mots, mais cela ne veut plus rien dire aujourd'hui. On ne sait plus. Regarde l'Allemagne aujourd'hui. You don't know, you see, look at Germany today, AfD, somehow they have the same sort of policy and sort of... S'ils ont en quelque sorte la même politique vis-à-vis de la Russie, vous savez, ils fusionnent l'un avec l'autre en matière de politique étrangère. C'est l'un des principaux problèmes de la politique étrangère de l'Allemagne. Comment voyez-vous la situation où Donald Trump, après la tentative d'assassinat, a déclaré que ce sont des personnes radicales de gauche qui essayent de nous assassiner?
et tout cela? Y a-t-il une raison solide de diviser les gens en gauche et droite? Ou bien ces deux termes n'ont-ils plus de définition aujourd'hui? There is no definition of these two terms today. Again, you put it exactly right. Encore une fois, vous avez parfaitement raison. Mais dans chaque pays que vous avez évoqué, dont nous venons de parler, la gauche et la droite signifient des choses différentes. En Grèce, où il y a eu une guerre civile, en Espagne, où il y a eu une guerre civile, la guerre civile grecque étant évidemment bien plus récente que celle d'Espagne. Au Portugal, où la dictature de Salazar n'a été renversée qu'en 1974 par un groupe de jeunes militaires de l'armée de terre et de l'armée de l'air. Chacun de ces pays, et bien sûr la France, où la distinction originelle entre droite et gauche est née pendant la Révolution française, dans chacun de ces pays, droite et gauche signifient des choses différentes, et elles ont une signification intérieure. J'ai été surpris, et les Russes pourraient aussi l'être, de voir Stav Helkamort Reykjavik and Singe the matter gauche Lambert. Exactly as you pointed out, that Medvedev used the words liberal left. In other words, he used a slogan term, which is. En d'autres termes, il a utilisé un slogan qui circule aux États-Unis. Le terme de Kirk était marxisme culturel, quoi que cela veuille dire, et il n'avait aucune idée de ce que signifiait le marxisme, ni en tant qu'histoire de l'Europe, ni en tant qu'économie de la valeur du travail, ni en tant que conflit entre le travail et le capital. Aucune notion du marxisme économique, et certainement aucune notion du marxisme comme méthode d'analyse de quoi que ce soit. Le terme marxisme culturel est désormais appliqué par Kirk à toute une série de choses, faisant du terme marxisme un synonyme de woke, et faisant de la notion de gauche un synonyme de woke et de valeurs antitraditionnelles, et ainsi de suite. Donc la façon dont ces termes sont utilisés et lancés à tout va relève de la propagande visant à mobiliser la colère des gens. Je pense donc qu'il vaudrait mieux ne pas essayer de s'accorder sur une définition de la gauche ou de la droite en dehors des pays particuliers, par exemple, si vous êtes au Brésil. La Russie est là où elle est. Chacun des États européens a connu des conflits entre la gauche et la droite dans son histoire récente. Avant de trop nous éloigner de chacun de ces pays, je dois rappeler à tout le monde que depuis l'assassinat de Kirk, le président Trump, en route vers l'Angleterre où il se trouve aujourd'hui, a fait 2 déclarations en faveur de l'élimination de personnes comme politiques d'État, et de leur élimination en partie parce qu'elles sont soit de gauche, radicales ou opposées aux États-Unis. Le 14 septembre, alors qu'il se préparait à prendre l'avion, pas pour l'Angleterre ce jour-là, on lui a demandé s'il était favorable, je cite, à se débarrasser de Maduro, le président du Venezuela. Et voici ce que Trump a dit en faveur de l'assassinat comme politique d'État. Nous verrons ce qui se passe. Si c'est une option ou pas, nous verrons. En d'autres termes, il sous-entendait son soutien à l'élimination du président du Venezuela comme politique d'État. Ensuite, interrogé sur l'attaque au Qatar, qui visait à assassiner la direction du Hamas, Trump a déclaré « Eh bien, mon message est le suivant. Ils, faisant référence au Hamas, doivent être très, très prudents. » Ensuite, il n'est pas tout à fait clair ce qu'il entendait exactement par « ils ». Ils doivent faire quelque chose à propos du Hamas. Il semble qu'il parlait des Qataris, des Israéliens et des opérations américaines qui faisaient partie de cette attaque. Mais le Qatar a été un grand allié des États-Unis. Beaucoup de gens ne le savent pas. J'ai dit à l'émir, que je considère comme une personne formidable, vous avez besoin d'une meilleure communication parce que vous ne maîtrisez pas vraiment la communication, et ainsi de suite. Donc Israël, je cite Trump et tout le monde, nous devons être prudents. Quand nous attaquons des gens, nous devons être prudents. C'est une déclaration extraordinaire. Quand nous attaquons des gens, nous devons être prudents. Que veut dire Trump? Nous devons faire attention à ne pas nous faire prendre.
Nous devons faire attention à réussir le coup. Be careful to achieve the kill. And that one failed. And he's basically admitted, Et celle-là a échoué. we messed up. Et il admet essentiellement, And the Israelis. nous avons fait une erreur, les États-Unis et les Israéliens. Maintenant, la gauche-droite, radicale, woke, traditionnelle contre culture woke, ce sont des slogans dans une guerre de propagande dans laquelle Kurt était un propagandiste payé visant le jeune public aux États-Unis. Nous comprenons que gauche-droite continue d'être une étiquette appliquée aux Russes. D'un autre côté, vous venez de le citer, Medvedev dit « Oh non, nous ne sommes pas de gauche, plus maintenant. Pas nous. Nous ne sommes pas communistes. Nous ne sommes pas de gauche. Nous partageons vos valeurs aux États-Unis. Donc trouvons un accord. » Ainsi, les gens se lancent ces slogans avec une signification politique qui a une importance particulière dans chaque pays. A political meaning that has special meaning in each country. John, parce que lorsque nous parlons de gauche et de droite, nous parlons d'êtres humains. Oui, en général, je ne vois pas les choses en noir ou blanc. Toute ma vie se situe en quelque sorte dans une zone grise. Vous savez, c'est ni blanc ni noir. Et je pense que lorsqu'il s'agit de la gauche et de la droite, dans chaque pays, ici au Brésil, c'est pareil. Je ne peux pas me reconnaître comme faisant partie de la gauche ou de la droite, mais il y a certains problèmes avec la gauche et il y a certains problèmes avec la droite. Nous sommes toujours au milieu, d'une certaine manière, dans une zone grise, à gérer les questions. Mais lorsqu'il s'agit de la gauche dont il parle, Medvedev en parle aux États-Unis, et la plupart des gens, la plupart des experts sur ce podcast en parlent, ils font généralement référence aux mondialistes, ces personnes qui sont... Je ne comprends pas comment ils peuvent associer les mondialistes à la gauche, mais d'une certaine manière, dans leur esprit, il existe une sorte de lien entre les deux. Qu'en penses-tu? Parce que pour ma part, je ne vois pas cela. À mon avis, cela n'a pas de sens. Et ces mondialistes, d'une certaine façon, n'ont aucun parti. Ils ne sont ni de gauche, ni de droite. Ils sont quelque part au milieu. Ils utilisent la droite et la gauche pour atteindre leurs objectifs. Qu'en penses-tu? That's a tall order. Mais c'est une tâche ardue. Deux choses. Premièrement, il ne s'agit ni de la méthode marxiste, ni de la théorie économique marxiste, de simplement qualifier la politique américaine d'impérialiste et de discuter de l'histoire des empires, qu'ils soient actuels ou passés. Ce dont nous parlons souvent dans votre émission, et ce dont nos collègues parlent, c'est de l'étendue de l'impérialisme américain sous toutes ses formes. Formes militaires, formes corporatives et formes culturelles. L'utilisation de la force, l'utilisation de la fraude comme politique économique, l'extorsion, l'intimidation et le vol, l'utilisation de la force, de la fraude et de la subversion. La subversion, c'est l'utilisation de la propagande dans toutes ses subtilités, que ce soit à travers les films hollywoodiens ou à travers le genre d'attaque woke, de ciblage et de valeurs dont Kirk et d'autres parlent depuis déjà pas mal de temps. Have gone on about for quite a long time. Globalization, I understand to be. La mondialisation, à mon sens, c'est de l'impérialisme économique. Et il y a des économistes talentueux, Michael Hudson et son collègue, j'ai un trou de mémoire, Richard Wolff. Oui, Richard Wolff, qui font un excellent travail d'analyse économique en réponse à votre question. Ma tâche ici est d'essayer de refléter la façon de penser russe. Et il est plutôt difficile de trouver la gauche en Russie en ce moment. Hier, pour ceux que cela intéresse, j'ai publié un article sur Dance with Bears, analysant le débat autour de la gouverneure de la Banque centrale, Elvira Nabiullina, et les politiques qu'elle incarne, et que le président Poutine continue de défendre presque chaque semaine. Gérer l'État avec un taux d'intérêt qui était de 21% et qui a été abaissé cette semaine à 17%. And was brought down this week to 17%. At that level of interest rate, à un tel niveau de taux d'intérêt, la Banque centrale écrase l'économie russe, et cela est largement reconnu.
Le Parti communiste, cependant, qui, s'il fallait désigner quelqu'un comme véritablement de gauche en Russie, serait bien lui, est beaucoup plus modéré dans sa critique de la Banque centrale que les économistes indépendants cités dans cet article. Tous ont échoué dans leur tentative de convaincre le président Poutine de limoger ou de remplacer Elvira Nabiullina, la gouverneure de la Banque centrale depuis 2012-2013. Ainsi, si la gauche en Russie, c'est-à-dire la plus grande des factions d'opposition au Parlement, le Parti communiste, se montre indulgente envers le taux d'intérêt de la Banque centrale, alors la notion de gauche a perdu tout son sens en Russie, à titre d'exemple. D'un autre côté, il ne manque pas de consensus en Russie sur la nécessité de faire face à l'impérialisme, à la guerre impérialiste contre la Russie, mais cela n'est pas souvent décrit dans les termes traditionnels de la gauche. On parle plutôt de haine de la Russie, de russophobie, de racisme, plutôt que d'un impérialisme cherchant à bloquer l'émergence d'une puissance économique résistante. Résistance en Europe, résistance à l'Empire britannique, résistance à l'Empire français, résistance à l'Empire allemand et aujourd'hui résistance à l'Empire américain. Ainsi, l'histoire de la gauche et de la droite en Russie depuis, disons, 1917 possède ses spécificités et ses particularités. Et c'est la meilleure explication que je puisse donner sur la perte de sens de ces notions. À mesure que l'on oublie l'histoire, à mesure que naissent des générations qui ne se souviennent même pas du régime du Parti communiste, la gauche et la droite ont perdu leur signification en Russie. Left and right have lost their meaning in Russia. John, you've mentioned the situation in the Middle East. We had the Arab Summit. John, tu as évoqué la situation au Moyen-Orient. Nous avons eu le sommet arabe et tous les pays se rassemblent. On voit la Syrie et l'Iran se rendre à Doha. Que s'est-il passé? Comment perçois-tu la gravité de ce qui s'est passé à Doha au Qatar? Le Qatar est différent. Ce n'est ni l'Iran, ni la Syrie, ni le Liban, ni même la Turquie. Même la Turquie, Erdogan attaquait au moins verbalement Israël, mais on n'a pas vu cela de la part du Qatar et de ses dirigeants. Et Israël les attaque. Donald Trump déclare qu'il n'y aura plus d'attaque. Et quelques heures plus tard, Netanyahou annonce « Nous allons attaquer encore et encore, jusqu'à atteindre notre cible et la frapper. » À ton avis, comment se sentent-ils? How do they feel, in your opinion? Comment se sentent-ils? How? L'État arabe Qatari, le peuple. Good question. Difficult for me to answer. Bonne question. Il m'est difficile d'y répondre. J'ai passé plusieurs années en tant que conseiller auprès du secrétaire général de la Ligue arabe. Je pense avoir eu, à une époque, une certaine connaissance de la politique interarabe, arabe, et nous avons écrit un livre sur la puissance américaine et la révolte arabe, qui est toujours disponible en tant qu'histoire de la destruction du nationalisme arabe laïque. Permettez-moi d'essayer de dire quelques mots. D'abord, à mon avis, les États-Unis ont été pleinement complices dans l'attaque contre la direction du Hamas. Je n'accepte pas les maigres preuves selon lesquelles des avions israéliens auraient tiré des missiles sur le bâtiment. Les experts à qui j'ai parlé disent qu'il n'y a eu que 2 ou 3 détonations éclairs dans les vidéos. Et les dégâts à l'avant du bâtiment ne correspondent pas à des missiles arrivant ou à des roquettes tirées depuis les airs, arrivant en diagonale ou à la verticale. Au contraire, je pense que les preuves et les sources dont je dispose suggèrent que les preuves, bien que cette partie soit spéculative, indiquent que les attaques ont été menées par des drones tirés horizontalement sur le bâtiment depuis des véhicules. Et s'il s'agissait de véhicules qui tiraient, cela signifiait qu'ils étaient venus au Qatar depuis l'étranger. La source la plus probable de ces véhicules était Israël, sans aucun doute. Le transit le plus probable était la base aérienne d'Al-Udeid, aux États-Unis. Et tout ce que j'ai vu suggère qu'il s'agissait d'une opération américano-israélienne du début à la fin. Cependant, parce qu'elle a échoué,
et nous venons de citer Trump. Parce qu'elle a échoué, parce que, disons, les planificateurs n'ont pas été assez prudents, parce que le Hamas n'a pas été détruit comme le Hezbollah à Beyrouth, ou que Haniyeh a été assassiné en Iran, ou que Soleimani a été assassiné à Bagdad, la combinaison de Neversino, la puissance israélo-américaine, a échoué dans son objectif. Trump doit revenir à l'amélioration des relations publiques avec ses États, les Cheikhs, le Qatar, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Koweït, Bahreïn, qui ont traditionnellement été menacés par le nationalisme arabe laïque, mais qui ont dominé la Ligue arabe lorsqu'elle se réunit collectivement, sans entrer dans tous les conflits et rivalités interarabes. Permettez-moi de dire qu'en faisant face à une combinaison d'Israël et des États-Unis, les États arabes qui dépendent de la protection américaine doutent évidemment que cette protection leur soit accordée si Israël choisit de les attaquer. Cela ne favorise pas la formule dite des accords d'Abraham que Trump a promue lors de son premier mandat et qu'il promeut à nouveau lors de son second mandat. Il ne peut pas y avoir de réconciliation entre les riches Cheikhs et Israël, même si les États-Unis insistent. Even if the US pushes, but there's a limit to the degree to which... Mais il y a une limite à laquelle les cheikhs peuvent s'émanciper de manière indépendante, et ces limites sont fixées en raison du conflit de longue date avec l'Iran. Ainsi, parce que les cheikhs, parce que le nationalisme arabe est mort, aussi mort que Saddam Hussein, aussi mort que Muammar Kadhafi, il n'existe aucune force dans le monde arabe capable de résister à la fois aux États-Unis et à Israël, et la capacité des États arabes à faire la paix, une paix suffisante avec l'Iran, est très limitée, de sorte que cette menace particulière pour les dirigeants arabes reste dans leurs calculs moins importante que la menace venant d'Israël. Malheureusement, malgré tous les efforts, y compris ceux de la Russie et de la Chine pour améliorer les relations entre Arabes et Iraniens, la perception arabe demeure que l'Iran représente une menace plus grande pour la survie de leur régime qu'Israël. Après tout, est-ce qu'Israël a attaqué? Un Qatari a été tué lors de l'attaque, mais il ne s'agissait pas, les Qataris le comprennent, d'une attaque contre le Qatar. C'était une attaque contre les Palestiniens présents au Qatar. Donc les Qataris, les Émiratis, les États arabes riches, considèrent-ils qu'Israël et les États-Unis représentent une menace plus grande pour leur survie que l'Iran? Je pense que la réponse est non, ce n'est pas le cas. Tant qu'il n'y aura pas un rapprochement sérieux et fondamental entre l'Iran et les Arabes, la force dominante de la politique arabe telle qu'elle existe actuellement sera toujours de chercher la protection des États-Unis. Mais cette protection que les États-Unis offrent aux Arabes s'accompagne toujours d'une menace. Si vous ne vous comportez pas comme il faut, nous vous ferons du mal. Et Israël a toujours été, à mes yeux, la pointe de lance du contrôle impérial américain au Moyen-Orient. Et le régime iranien, depuis le Shah, n'a pas réussi à, surmonter ce problème. La guerre de Saddam Hussein contre l'Iran, puis contre le Koweït, a intensifié ce conflit. La mort de Kadhafi, bien que la Libye soit un petit pays, a éliminé une voie en faveur de l'unité arabe et de l'unification contre l'ennemi principal. Du point de vue de Kadhafi, cela a toujours été clair. D'abord les États-Unis, puis Israël. Et Israël a toujours été perçu par Kadhafi et par Nasser avant lui, Nasser d'Égypte, et dans une certaine mesure par Saddam Hussein d'Irak, et dans une certaine mesure par Hafez al-Assad de Syrie, comme l'arme, la pointe de lance de la menace américaine contre les Arabes, ce qui continue aujourd'hui. Je ne vois donc pas la réaction des Qataris, et je ne peux pas m'attendre à ce qu'une combinaison de la Ligue arabe change cela. Le seul État arabe, ou groupe arabe, qui a résolu le conflit avec l'Iran et s'est concentré contre les États-Unis et Israël, ce sont les Yéménites, les Houthis.
C'est la seule force arabe qui représente le potentiel d'avenir dont vous parliez. Mais regardez à quel point elle est petite, isolée, menacée, continuellement attaquée à la fois par les États-Unis, Israël et les Britanniques. À quel point ils sont isolés. Reçoivent-ils un soutien du Qatar? Non. C'est même le contraire. Je suppose que la réponse, la triste réponse à votre question, Nima, c'est que les Houthis sont l'exemple, que oui, il est possible pour les Arabes et les Iraniens de parvenir à une alliance fondamentale qui assure leur indépendance à long terme. Mais regardez à quel point les Houthis sont petits et isolés. Regardez à quel point l'Iran est sur la défensive. Regardez à quel point le Hezbollah est affaibli au Liban. Ce sont les faits sur le terrain aujourd'hui. Et l'attaque contre le Qatar est plus intéressante en tant qu'échec du pouvoir américain et israélien qu'en tant qu'exemple d'un changement futur dans l'alliance arabo-iranienne. Je pense que ce qui s'est passé au Moyen-Orient est incroyable, John. Regardez la guerre entre l'Arabie saoudite et les États-Unis d'un côté et les Yéménites de l'autre. Tu te souviens, à cette époque, les principaux ennemis des États arabes étaient les Yéménites avec les Iraniens, car généralement, l'Iran soutient les Houthis pour nous attaquer, et tout cela. Tu sais, ce qui s'est passé le 7 octobre 2023 a tout changé, John. Ça a tout changé. L'Asie de l'Ouest d'aujourd'hui, ou le Moyen-Orient, est totalement différente de ce qu'elle était avant que le conflit commence en Palestine. Oui, Vous voyez tous ces pays se rassembler. Ils étaient en train de normaliser leurs relations avec Israël. Vous vous souvenez de cela? Oui, tout a changé. Je ne sais pas si cela est compris à Washington ou en Israël. eh bien je pense que ce que nous avons observé dans la transformation en Israël, c'est que pour la première fois, Israël et toute sa diaspora juive croient qu'ils peuvent liquider les Arabes. Liquider non seulement la direction. L'assassinat de dirigeants arabes, ou de soi-disant terroristes comme les appelleraient les Israéliens, a été la politique israélienne, américaine, française et britannique depuis plus d'un siècle. Cependant, liquider tous les Arabes d'un territoire n'était pas la politique israélienne, une politique active, jusqu'à présent. Et pendant que nous parlons comme notre public le comprend, l'armée israélienne entre dans la ville de Gaza. Donc, l'idée que les Israéliens puissent faire plus que simplement déplacer les Arabes. Rappelez-vous, nous avons déjà évoqué dans cette émission que Franklin Delano Roosevelt avait proposé un pot de vin à Abdulaziz, le cheikh ou roi d'Arabie Saoudite, en 1942 ou 1943 lors de leur rencontre. Un pot de vin pour déplacer les Palestiniens afin que la Palestine devienne un territoire juif. C'était la politique américaine. Israël n'existait pas à cette époque. Abdulaziz a résisté, mais il n'y avait alors aucun concept, sauf peut-être dans les écrits et discussions sionistes. Puis avec le groupe Stern et les différentes formes de terrorisme israélien qui ont évolué pour chasser les Britanniques de Palestine. Il n'y avait pas l'idée qu'il serait nécessaire de tuer les Arabes pour les gouverner. On comprenait plutôt cela comme une politique américano-israélienne visant à assassiner leurs dirigeants. Les soudoyer coûtent moins cher que de les tuer. Mais au final, là où nous en sommes aujourd'hui, c'est que ceux qui ont été assassinés sont des Syriens. Nous pouvons en voir les résultats. Un Irak partitionné et brisé, une Syrie partitionnée et brisée, un Liban partitionné et brisé. Dois-je continuer encore et encore alors que seuls les Yéménites résistent et démontrent une capacité à résister indéfiniment et à infliger à Israël un coup qu'Israël, sur le long terme, dans une guerre longue, ne peut pas se permettre, ne peut pas supporter? Parce qu'au final, cela dépendrait de notre financement, et cela aussi finira par s'épuiser. Donc je pense que tu as raison, Nima. Nous avons dépassé le seuil de la politique américano-israélienne de remplacement des dirigeants arabes
afin que ceux qui restent soient soumis et servent les politiques américaines, offrent des cadeaux. Désormais, la corruption va dans l'autre sens. N'est-ce pas? The bribery goes in the other direction now, right? Qatar provides a $400 million airplane. Le Qatar offre un avion de 400 millions de dollars en cadeau au président Trump, en comparaison avec le pot de vin que Franklin Roosevelt avait proposé à Abdulaziz, un DC-3 Dakota, si je me souviens bien, qui devait être le premier avion que l'Arabie saoudite ait jamais possédé, à partir de 1943. En réalité, Abdulaziz a refusé ce cadeau. Trump, lui, l'a accepté. Le symbole ici devrait être clair pour notre public. Les Arabes payent pour une protection contre une combinaison d'Israël qu'ils pensent que les États-Unis peuvent contrôler, et de l'Iran que ces Arabes espèrent voir les États-Unis punir, sanctionner et affaiblir. Tout a changé parce que l'Iran a survécu au pire que les Américains et les Israéliens lui ont infligé au cours des 2 dernières années. Ils ont survécu au pire que Saddam Hussein leur a infligé. Ils sont bien plus résilients. Et vous le savez mieux que moi. C'est donc un changement fondamental. L'Iran a prouvé sa résilience. Les Arabes ne l'ont pas fait, à l'exception des Houthis, à l'exception du Yémen. La position de la Russie a toujours été et continue d'être de trouver des compromis entre les États arabes faibles, les États arabes forts et l'Iran. Elle a toujours été intégrationniste. Mais dans la mesure où la politique israélo-américaine a été une politique d'escalade, la politique russe a été un échec. Russian policies been a failure. Thank you so much, John, for being with us today. Merci beaucoup, John, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. Merci beaucoup, Nima.